bienvenue dans ce nouveau podcast de la 501e compagnie. Aujourd'hui, nous allons traiter de la nouvelle série Star Wars qui vient de se finir, The Mandalorian, enfin dont la première saison vient de se La clôturer. première saison, la saison 2 est déjà en tournage et on l'attend de pied ferme. Avec une grande impatience. Comme vous avez compris, on a vraiment apprécié cette nouvelle saison, enfin cette nouvelle série, pardon. Vraiment ambiance western, ça change des films, C'est une imagerie magnifique aussi. Oui, c'est très stylé. Pour une série, c'est un budget assez élevé, assez niveau visuel. conséquent. Et puis qui permet de mieux cerner certaines planètes et de mieux voir, de découvrir des nouveaux aspects qu'on n'avait pas forcément. Ça rend bien la galaxie et l'aspect, pas forcément grande bataille pour sauver toute la galaxie comme on a dans les films. Là, c'est bien plus c'est un combat personnel. Quotidien au quotidien, quoi. C'est un combat personnel. Alors forcément, c'est pas un quotidien de paysan, c'est un quotidien de primes, Mandaloriens ou chasseurs de primes. C'est badass. Ceci dit, on voit les paysans quand même. On les voit aussi, mais ils mêlent vraiment la galaxie autre qu'à travers les armées, qu'à travers les combats à ça, et ça permet une ouverture, c'est-à-dire qu'on va continuer à en apprendre plus un peu, je pense, sur la guilde des chasseurs de primes. Mm-hmm. On en apprend sur la situation des chefs de guerre après la bataille d'Endor, après la victoire de la Nouvelle République. Puis principalement sur le creed des Mandaloriens. Ouais, le credo des Mandaloriens. Ça, vraiment, c'est vraiment développé, la tribu, les familles, les maisons. Enfin, ça, un peu moins, c'est plutôt dans les anciennes séries, mais la tribu est vachement développée. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait d'être Mandalorien ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Le credo mandalorien est très important, là, surtout dans le dernier épisode, il est plus explicité. Mm-hmm. On verra ça plus tard dans une partie spoil. Là, on vous fait un petit récap de ce qu'on en a pensé. Ce qui est très important aussi, c'est la cohérence qu'on a trouvée dans cette série, malgré les différences. C'est-à-dire c'est forcément une série de 8 épisodes qui est courte, avec des épisodes qui sont eux aussi assez courts. Le dernier doit être le dernier est plus long, il fait 48 minutes. Mais ça se rapproche d'un format de série habituel, alors qu'il y en a à 32 ou 37 minutes. Voilà, c'est très variable. Et surtout, on a des déroulés d'épisodes qui sont très différents les uns des autres. Dans le premier épisode, on a déjà une épopée en soi, une petite épopée. Après, on a eu des épisodes beaucoup plus calmes, réalisés. Ouais, en fait, on a les 3 premiers épisodes, c'est un peu un arc pour aller chercher une mission, on va dire, une cible. L'enfant, voilà. Et ensuite, on a 2 ou 3 épisodes un peu intermédiaires avec une protection d'un village ou une mission de faire équipe avec des chasseurs de primes pour telle mission, pour récupérer de l'argent. Des crédits. Et après, on a l'arc final qui est le Mandalorien qui devient lui-même, en fait. Il trouve un but est lié à un fameux personnage qui est là depuis le premier épisode. Oui, on comprend qui il est, on comprend un peu plus de son histoire. Et à travers tous ces épisodes, tous ont eu un déroulé très différent, mais qui, quand on regarde le tableau final, rend extrêmement bien. Et puis on n'a pas forcément tout le temps une équipe d'amis qui se suivent comme dans les films. Il est tout seul. Et il rencontre des personnages au fur et à mesure des épisodes. Certains reviennent dans d'autres épisodes, mais c'est toujours je reste là, moi j'ai ça à faire. Je peux pas venir sauver la galaxie comme ça juste pour toi. Voilà, c'est des individus, c'est une explication de leurs objectifs qui est magnifique. Du coup, quand on comprend leur motivation de leur vie, leur motivation, merci, c'est plus joliment dit. C'est plus juste. C'est plus juste. Et du coup, quand certains reviennent dans le combat ou dans certaines scènes un peu émouvante, ça a d'autant plus de sens. C'est un vrai sens, voilà. C'est-à-dire qu'il y a un sens à toutes les actions. C'est pas des gens qui se battent pour le bien du tout. Hein. Non. Ils sont pas là pour un but moral supérieur. Techniquement, ils ont quand même des méchants en face, donc c'est quand même, on va dire, les gentils. Mais par rapport... Ça reste les gentils, mais c'est très personnel. C'est pas le grand empire terroriste sûr. En face. Là, c'est vraiment une quête personnelle avec des objectifs différents sur les personnages qui se retrouvent par moments, qui se recroisent mais qui sont quand même divergents. Honnêtement, c'est le western. Vous suivez un gars, un porte-flingue, on sait pas trop, quand on le découvre, on sait pas trop ce qu'il est, quel est son passé ou quoi, s'il est gentil ou méchant. Et voilà, on le suit, et donc forcément de notre point de vue c'est lui le gentil, mais on apprend qu'il est un peu plus noir que prévu et que il faut survivre dans ce monde un peu sans foi ni loi, et voilà quoi, donc Et ça rend une très belle image de la galaxie Star Wars. Puis c'est bien écrit de manière générale, c'est bien écrit dans l'univers Star Wars, c'est connecté aux séries précédentes, bien sûr aux films si vous les avez vus, mais vous pouvez aussi regarder la série sans l'avoir vue. Et c'est bien écrit de manière générale, je veux dire au niveau scénaristique, c'est-à-dire on a une conclusion à la fin qui est en lien avec le début, donc la boucle est bouclée, comme dit Obi-Wan dans le film, je crois.
Et donc on a également des petits teases très intéressants sur l'univers Star Wars. Ouais, en rapport avec les séries de Dave Filoni. Voilà. Et bon là par contre on va commencer à dire des trucs. Ça c'est par rapport aux teases en saison 2, donc on va probablement en discuter en partie spoil, donc arrêtez-vous si vous l'avez pas vu. Si vous n'avez pas fini la série, parce qu'on va surtout parler du dernier épisode je pense. Voilà. Et de ce qu'il veut dire pour la suite. Donc écoutez, à bientôt si vous n'avez pas vu la série, vous revenez après l'avoir vue. Alors maintenant, pour qu'on peut parler, on va continuer sur la lancée, on va parler de ce qu'on a teasé de la série des Filoni. Je t'en prie, donc Star Wars, Clone Wars et Rebels. Ouais, on va commencer par la dernière image, c'est assez surprenant comme idée, mais voilà, le sabre noir, en français. Je sais pas s'ils disent comme ça en français dans Clone Wars. Si. Le sabre noir. Oui, bon le sabre... pardon. Peu importe. Le sabre noir qu'on a vu donc dans Clone Wars, dans les mains du dirigeant de la Death Watch. Vizsla. Donc pour remettre un peu en contexte de manière très, très rapide, ce sabre c'est le sabre du seul Jedi Mandalorien, qui des milliers d'années avant les films. Donc c'était un Vizsla, donc Vizsla dirigeant des Death Watch, qui est un groupe rebelle sur Mandalore qui veut remettre la culture guerrière, alors que durant la guerre des clones, Mandalore est un peuple pacifiste, dirigé par la duchesse Satine, qui est en lien avec Obi-Wan. On va y revenir. Il le vole d'ailleurs le sabre. Alors il le vole ou il. Vizsla, non, je crois que ça appartient à sa famille. Ouais, mais je crois qu'à la base ça a été récupéré pendant un vol sur Coruscant. Il a été gardé longtemps dans le Jedi, il a été récupéré par le Vizsla. Mais lui il le possède parce qu'il dit que ça appartient à ses ancêtres. C'est un héritage familial. Voilà. Et après, durant l'attaque de Mandalore par en gros un conglomérat de mafieux dirigé par Maul. Maul récupère le sabre, il prend la tête des Mandaloriens. Il prend la tête des Mandaloriens, enfin d'une partie des Mandaloriens. Et donc il prend cette arme comme signe de ralliement. Sauf que certains Mandaloriens ne sont pas d'accord, dont la lieutenante des Death Watch qui s'appelle Bo-Katan, qui est la sœur de Satine. Des années plus tard, dans la série Rebels, le personnage principal que l'on suit, qui s'appelle Ezra, rencontre Maul parce que Maul veut le faire devenir son apprenti, en gros, bref. Et il récupère ce sabre. Et dans l'équipe des rebelles, il y a une ex-Mandalorienne. Sabine Wren qui récupère le sabre noir. Alors au début on la voit s'entraîner un peu avec, elle apprend à se battre. D'ailleurs il y avait eu un moment intéressant où Ezra et Kanan voulaient lui apprendre à se battre comme un Jedi et elle les battait en se battant comme un Mandalorien avec un sabre laser. C'est vachement stylé cette scène. Très très beau, et au final elle finit par rendre le sabre à Bo-Katan. Oui, en fait elle revient sur Mandalore, mais vu qu'elle avait créé une arme pour l'Empire contre l'armure des Beskar, en gros sa famille l'accueille pas bien, mais elle les convainc en brandissant le sabre, et donc en un signe de ralliement du peuple, et pour mener la révolution contre l'Empire, et elle le donne à Bo-Katan, qui est elle-même un symbole, et donc on a le symbole de Bo-Katan qui lève ce sabre noir pour la révolution, et on coupe là, après on revient et après la prochaine fois qu'on revoit donc le sabre noir, c'est dans cette nouvelle série. C'est à la fin, dans les mains du Moff Gideon, quand il sort de son TIE, et alors là, on a d'énormes possibilités, enfin d'énormes questions qui arrivent. Vachement apprécié cette scène. Hein. on a beaucoup apprécié cette scène, mais surtout on va avoir des questions sur ce qui s'est passé, parce que ça a évoqué dans la série La Nuit des Mille Larmes. Voilà, les Mandaloriens de la tribu parlent de cette défaite sûrement contre l'Empire. Probablement, vu la manière dont ils en parlent, mais surtout... Massacre plutôt même, je pense. Massacre. Mais du coup, est-ce que Bo-Katan qui la brandissait est morte, ou est-ce que Sabine Wren serait revenue sur Mandalore et aurait perdu et serait morte aussi? Moi, personnellement, je parierais sur la mort de Bo-Katan, ça me ferait chier, j'aurais bien aimé la voir en live action. J'aurais bien aimé aussi, mais peut-être qu'elle a été faite prisonnière. Après, le problème, c'est qu'on parle on nous a parlé des crimes de guerre du Moff Gideon, donc ça veut dire que quand il était sur Mandalore, il a dû être extrêmement... il était directeur de l'ISB, en gros, le FBI de l'Empire, quoi, le bureau de sécurité il a dû être à moitié génocidaire, je pense. Moitié, oui, au 3/4. Voilà, on va dire. Et donc là, ça va vraiment avoir une question, donc forcément Moff Gideon va être plus que très probablement le grand ennemi de la saison 2. S'il était directeur de l'ISB sur Mandalore, est-ce que ce serait pas sa victoire contre les Mandaloriens qui est promotion au rang de Moff? Ou alors Moff il s'est autoproclamé, mais... Alors là, on a aussi cette question, est-ce qu'il s'est autoproclamé Moff? Parce qu'il n'a pas vraiment beaucoup de soldats pour un Moff, faut pas... Bon, après c'est après la chute de l'Empire, mais on a un Moff, c'est un peu... Il a toujours les... Après, du coup, moi je me demandais... Les Death Troopers autour de lui, donc... Ça ressemble pas vraiment à quelqu'un qui s'est autoproclamé. Je pense qu'il a grimpé en rang, ou alors est-ce que le directeur de l'ISB a de base droit à des Death Troopers? C'est pas impossible non plus. Non, parce que le directeur général de l'ISB c'est Yularen, et il en a pas dans Star Wars Rebels, alors que Thrawn en a.
C'est vrai. Parce qu'il est directeur d'un projet secret, le TIE Defender. Les Death Troopers, c'est pas par rapport au rang, c'est par rapport à une importance capitale pour l'Empire ou des projets secrets. Donc le Darksaber, ça pourrait être en lien. Les armes de Sabine, peut-être que c'est pour lui que travaillait Sabine quand elle a fait le... Possible, t'imagines Sabine revient en live action. Sabine revient, le combat contre Gideon. Et là on a une série en parallèle, Ahsoka et Sabine qui retrouvent Ezra, et boum, après au bout de 2-3 saisons, on lit les deux séries avec Ahsoka. T'en demandes un peu beaucoup à Star Wars, à Disney, vas-y doucement. Non, je demande ça à Filoni, c'est Disney mec. Oui. Vous l'aurez compris, nous sommes légèrement fans de Dave Filoni. Légèrement. Non mais voilà, donc ça c'est pour ce qui est pour le sabre noir. T'as quelque chose à rajouter de ce qui nous a lancé. Après moi sur l'entièreté de la série, on a forcément beaucoup de questions. Une grande question, hein, c'est Baby Yoda qui voilà, on a parlé, on a déjà qui n'a toujours pas de nom. Ça va avec le credo des Mandaloriens, donc là c'est très important, l'adoption de l'orphelin et l'obligation de prendre soin d'un orphelin quand tu le trouves. Ça explique aussi le passé, donc du coup à la fois du Mandalorien lui-même et donc le futur de ce que de Baby Yoda va être. Puis il y a un parallèle sacrément bien écrit, c'est-à-dire il s'envole dans les bras d'un soldat des Death Watch qui se battent donc contre les droïdes dans la guerre des clones. C'est le seul flashback en fait de la série, on le voit plusieurs fois mais c'est le seul flashback. Et il s'envole avec Baby Yoda dans ses bras, quasiment le dernier plan juste avant Moff Gideon. Et il y a vachement de parallèles comme ça, c'est-à-dire qu'il est dans cette... les parents l'ont caché dans une sorte de trou là. Dans une cave. Ouais, une mini-cave. Et un super droïde de combat pointe son poing sur lui, et en contre-plongée en fait. Et on a exactement le même plan avec IG-11 qui veut lui enlever son casque, mais cette fois pour le sauver. Et il est obligé d'abandonner sa haine contre les droïdes pour se sauver, pour vivre quoi. Ouais, bah voilà, en fait, c'est ce qu'on retire de cette série, c'est des boucles qui en même temps nous emmènent vers quelque chose derrière qui doit être assez énorme. Et donc la question du futur de Baby Yoda, c'est-à-dire que le credo dit qu'il faut le ramener, qu'il faut soit l'entraîner comme un Mandalorien, soit le ramener au sien. Bon, l'entraîner, c'est un bébé, certes 50 ans, mais c'est un bébé. Et la Forge Lord nous a dit qu'il ne fallait pas l'entraîner. Non, elle a pas dit qu'il fallait. Enfin, elle a dit qu'il était trop jeune ou pas prêt pour l'entraîner. Ça veut pas dire qu'il faut pas entraîner des non-humains. Non, ça, alors elle s'est pas opposée à l'entraînement d'un membre de cette espèce, alors qu'on ne sait pas qui c'est, quoi. Enfin, voilà. Elle s'est opposée parce qu'il n'était pas adapté à l'entraînement. Et on voit aussi que les Jedi restent un peu des mythes, comme Rey dans le 7 pense que Luke est un mythe. La Forgeronne parle des Jedi, mais comme pour elle, c'est une secte de sorciers ancestrale. C'est pas très clair. Et pour le Mandalorien, qui d'ailleurs en connaît rien. Il connaît rien du tout, il croyait que c'était il connaît un mythe. Il en parle absolument pas avant. Et d'ailleurs, ça se ressent, c'est-à-dire que tout du long de la série, il a jamais vraiment compris comment faisait le petit. Il avait jamais attaché le concept de la Force, des pouvoirs des Jedi ou des Sith. Et donc ça montre cette éducation, déjà mandalorienne. Il suit ce qu'on lui a appris. Qui n'a rien à voir, mais qui n'a pas cette culture. Nous, dans les films, on se dit oui, les Jedi c'est hyper connu, mais au final, c'est une toute petite partie de la population de la galaxie. Et puis là, on est 5 ans après l'épisode 6, donc c'est-à-dire genre 30 ans après la purge des Jedi dans le 3. Donc les Jedi, forcément, il y a toute une génération qui n'en a plus entendu parler. Puis c'est aussi un rappel de ce que Han Solo dit dans le 4, hein, c'est la Force, c'est un mythe. Alors que il le prend comme quelque chose qui n'existe pas. Alors que lui-même doit être légèrement sensible pour piloter comme il pilote. Pour qu'un humain pilote comme ça, il doit y avoir un minimum de sensibilité à la Force. Mais il croit pas à la Force. Non, c'est de l'intuition, des pressentiments, on va dire. Mais oui, non, mais sinon, oui, Yoda, donc, est-ce qu'il va décider de le ramener au sien ? Donc, est-ce qu'on va découvrir l'espèce de Yoda dans cette série ? Ou est-ce que les siens, ça va aussi être les Jedi, comme elle en a parlé ? Parce que pour l'instant, à mon avis, lui, il voit ça. Ou est-ce qu'il va le garder et il devient son père et on a encore une fois une boucle, je suis ton père. S'il devient vraiment son père et qu'il le garde, on sait tout, il va probablement mourir avant que le gars ait fini sa croissance. Certes, et du coup tu penses qu'on va abandonner Baby Yoda dans le saison 2 et qu'on va se concentrer sur Jean et Cara ? Non, je pense qu'on va rester avec Baby Yoda, que à la fin de la saison 2, il va avoir le choix de le laisser au sien, que ça soit les Jedi ou son espèce, et que peut-être il va pas faire ce choix ou qu'il va accompagner ceux à qui il a laissé Yoda, peut-être s'il y a une saison 3 après. Après, faut pas forcément penser qu'il y aura une saison 3, c'est-à-dire qu'il peut faire saison 1, il devient le père de cet enfant, et saison 2, il le ramène au sien, à la fin de la saison 2, il le ramène au sien, fin de la série, et on essaie pas forcément de trop en faire. C'est possible aussi, oui. C'est possible aussi. Mais c'est pas forcément le seul tease qu'il y a, le dernier plan
l'épisode 8. Il y a le dernier plan de l'épisode 5, qui est d'ailleurs pour moi le seul épisode où l'intrigue est un peu plus faible. Mais le dernier plan est intéressant, c'est tu sais la chasseuse de primes là, qu'il va récupérer pour des crédits. Elle est morte, et là on a des bottes mandaloriennes qui se rapprochent d'elle, et c'est exactement le même son que quand Boba Fett s'approche de Vador dans le 5. Est-ce que Boba Fett serait là ? Si Boba Fett est là, mon pote, ça va être une... Si Boba Fett est là, avec son habitude de travailler pour l'Empire, est-ce qu'il pourrait pas être engagé par le Moff Gideon ? Et est-ce qu'on pourrait avoir un combat entre Boba Fett, qui est alors aujourd'hui dans l'univers Star Wars un faux Mandalorien, qui n'a jamais été reconnu comme un vrai Mandalorien même s'il en a l'armure. Après c'est un credo, donc ça se trouve il pourrait adopter le... Oui, mais sauf quand... tu vois, son père ne suivait pas le credo qu'on nous présente, hein. Son père, tout le monde connaissait son visage. Boba pourrait ne pas suivre... Oui, c'était un chasseur de primes qui suivait pas trop de règles quoi. Voilà, il n'avait pas vraiment l'honneur mandalorien. Boba Fett, je pense pas qu'il ait vraiment suivi cet honneur mandalorien non plus. On n'a jamais vu sa tête, ceci dit. On n'a jamais vu sa tête dans la trilogie originale. On la voit jamais, à part quand il est petit, donc sur Geonosis. Et dans Clone Wars. Clone Wars, oui, sur Kamino aussi. Oui, sur Kamino, enfin je parlais de l'attaque des clones. Capté, ouais. Donc, je pense pas que s'il y ait Boba Fett sur le credo, je pense que justement on pourrait avoir cette opposition entre le faux Mandalorien et le vrai Mandalorien qui, même s'il n'est pas né d'un Mandalorien, suit le credo, l'opposition entre credo et armure. Tu vois. Et donc, encore plus, une redéfinition de ce qu'est un Mandalorien. Un Mandalorien, ouais. Et ce qui pourrait être extrêmement intéressant. Parce que c'est quand même le titre de la série, donc faut pas non plus totalement focaliser sur pas se focaliser sur Baby Yoda, même si c'est très compliqué parce que ça a Les deux sont très liés, et puis Baby Yoda finit avec le... C'est quoi déjà l'espèce ? C'est le collier de l'espèce de monture des Mandaloriens. Alors là, c'est pas grave. Vous voyez avec les deux cornes. Non, j'aurais mis le nom, mec. Oui. À l'écran, c'est pas grave. Très bien. Bon bah voilà. On voulait faire ça assez rapidement. En conclusion, voilà, vraiment une très bonne série Star Wars. Qui, pour moi, le grand point, c'est surtout d'explorer la galaxie de Star Wars et d'en apprendre plus, notamment sur les Mandaloriens, qui sont un groupe très intéressant. Et c'est l'objectif de la série, en fait. Eh bien, nous vous souhaitons une bonne journée et à bientôt. Et que la force soit avec vous. Toujours.